remémore qu'il y a quelques années, j'avais écrit un papier dans un journal qui a disparu, Particule, qui s'appelait Critique sans cause, la fureur de dire, qui était une sorte de jeu de mots assez foireux par rapport à franco-anglais, par rapport au film dans lequel joue James Dean, et où je constatais que la plupart des critiques d'art les plus brillants de leur génération, de notre génération, avaient arrêté la critique d'art pour devenir artistes, ou plus ou moins artistes, ou en tout cas avoir des positions de type artiste. C'est le cas de Jean-Yves, c'est le cas de Vincent Labaume, c'est le cas de Franck Perrin, c'est le cas d'Olivier Zam. Le champ de bataille est très étendu, c'est le cas aussi de Jean-Charles Macérat. Enfin donc, finalement, la première question que je voulais poser à Nicolas, c'est pourquoi est-ce que lui, finalement, il est resté critique d'art? Je te remercie de tes efforts de comment parler lentement, étant donné la perte en fait, d'une partie de mon cerveau hier soir. Voilà. Mais il faut dire que les vernissages sont très réussis, ici, peut-être trop. En fait, voilà. Alors la question que tu me poses est assez étrange, mais effectivement on peut se poser la question. J'ai pas l'impression que généralement quand on change en fait, d'orientation, quand on s'oriente vers une voie plus créative, c'est qu'on sent qu'il y a un manque en fait, dans sa propre activité. En fait. Moi j'ai jamais senti de manque ni de frustration en fait, par rapport à ce que je faisais. Faire des expositions, écrire des livres et parler, c'est à peu près tout ce que je sais faire en fait, et effectivement aussi voilà, organiser ou monter des institutions, ça je sais faire aussi. J'ai pas l'impression que cette palette d'activités en fait refoule quoi que ce soit en fait de ce rapport aux artistes notamment, parce que je crois que c'est toujours le type d'activité, je crois en fait que tu résumes sous le terme de critique d'art, en fait, de curator, c'est tellement vaste, en fait, que je vois pas comment on pourrait s'ennuyer, en fait, si, après, chacun suit sa voie, mais j'ai pas l'impression que ce soit non plus des abandons de postes, en fait, où Olivier Zam écrit toujours, en fait, la théorie, d'une certaine manière, y compris Franck Perrin, peut-être moins. Et Jean-Yves, il écrit toujours. C'est pas forcément des bifurcations complètement radicales. Alors, une des hypothèses que l'on pourrait émettre, c'est que, en tout cas, dans tous les gens dont on vient de parler, tu es celui qui s'est le plus clairement positionné dans une généalogie de critiques et de personnalités artistiques, notamment françaises, et dès le départ, tu te référais volontiers, par exemple, à Pierre Estany, à qui tu as demandé de présider le Palais de Tokyo quand tu as le Palais de Tokyo, ou à Bernard Lamarche-Vadel, ce qui n'était pas le cas des autres. Donc est-ce que c'est aussi que tu étais plus clairement positionné dans cette généalogie? Sans doute. Et d'autre part, les deux personnalités que tu cites qui ont effectivement été très importantes pour moi en fait, au début de ma carrière, c'est des passeurs, d'une certaine manière. C'est une manière d'être connecté aussi à des gens qui voilà, Pierre Estany, il a connu Marcel Duchamp, c'était ce qu'on appelle au Japon un trésor national vivant. C'est une gigantesque archive. Mais effectivement, si tu regardes attentivement qui sont ces deux personnalités, en fait, un peu que j'ai pris effectivement un petit peu comme des figures tutélaires, en tout cas avec des gens avec qui j'avais envie de discuter, tout simplement. C'est deux personnes qui s'estimaient certes, mais qui sont totalement contradictoires. En fait. Il n'y a rien à voir entre les choix esthétiques de Pierre Estany et ceux de Lamarche-Vadel. Très peu de choses. Estany, c'est quelqu'un qui développait une sorte de discours très sociologique en fait, sur l'art. Lamarche-Vadel, pas du tout. On était complètement dans la métaphysique de l'art, je dirais. Et moi, j'ai toujours eu besoin, je n'existe d'une certaine manière que dans une tension, en fait. Et j'ai besoin de relier deux points opposés. Je pense que c'est une figure, en fait, qui est omniprésente dans la totalité de ce que j'ai fait. Je me sens... Oui, cette tension, elle est toujours là.
et je pense que c'est par hasard, elle existe aussi entre mon intérêt pour la critique américaine des années 60, par exemple, si vous parlez de Rosalind Krauss, Al Faster, Benjamin Bucklow, et des auteurs en fait, qui appartiennent à une tradition complètement différente. Ça s'appelle Belifort jusqu'à même René Migues. Donc au départ, effectivement, cette position critique, tu l'assumes notamment au sein du journal Document, que tu fondes en 92, je crois. Et puis on a beaucoup parlé, évidemment, Philaf oblige, de littérature, et la critique c'est aussi l'écriture, ce qui est évidemment présent dès le départ dans Document et même dans les noms qu'on a cités, même si Restani est peut-être moins un écrivain au sens... mais quand même, c'est quelqu'un qui est manifeste Rio Negro, en fait. Mais néanmoins, au milieu des années 90, avec la création de la revue Perpendiculaire, puis la parution d'un roman, L'ère tertiaire, tu assumes plus clairement peut-être des ambitions dans le champ littéraire. Donc je voulais que tu nous parles de cet épisode. Oui, alors ça pour le coup, c'est vraiment une aventure collective aussi, on en parlait hier. Moi, c'est étrange parce que j'ai l'impression que l'écriture de ce roman, en fait, finalement, provient d'un élan collectif, davantage que d'une réflexion personnelle. Mais l'écriture, j'ai pas l'impression non plus, genre que ce soit... moi, c'est quelque chose d'assez secret, finalement. En fait, c'est des choses que je fais pour moi, en fait, pour le moment. Mais en tout cas, j'essaye en fait d'écrire mes textes, écrire en italique. C'est une préoccupation constante, d'autant plus que je sais pas, 80% des textes que j'ai écrits depuis 25 ans en fait sont jamais publiés en français, ce qui est une particularité amusante. Du coup, on a de plus en plus la propension à écrire une espèce de franglais. En fait. C'est-à-dire qu'on écrit du français pour la traduction, d'une certaine manière. Donc ça crée effectivement une écriture assez étrange. Mais l'écriture littéraire, pour le coup, c'était effectivement une aventure collective. C'est qui a été déclenchée effectivement par cette aventure qu'on évoquait hier, en fait, avec Jean-Yves. Oui, absolument, puisque à l'époque, vous êtes plusieurs, enfin d'ailleurs, c'est presque un programme, on dirait que tous les membres de la Société Perpendiculaire publient un roman quasiment la même année. Christophe Duchâtelet, Laurent Quintreau, Jean-Yves, lui, je crois, renonce. Oui, voilà, enfin, pas de roman à proprement parler, même si je pense que ça avait été envisagé peut-être à un moment, donc toi aussi, et c'est vrai qu'on y voit une opération quasi militaire, d'occupation de terrain, on utilise beaucoup les terminologies militaires pour un hommage à Jean-Yves qui est là, mais peut-être c'est le moment où on te compare le plus, ce qui va peut-être te gêner ou pas, à André Breton par exemple, c'est-à-dire que tu serais le pape un peu de cette et y compris avec des réflexes un peu potaches peut-être d'exclusion, d'opposition. C'était très partagé, hein, je pense. Je me demande s'il n'était pas pire que moi en termes d'exclusion. Il faut parler de ça. On parle de l'exclusion de Michel Houellebecq. Tu peux le rappeler en... Alors, effectivement, ça c'est la revue Perpendiculaire, en fait, contrairement au groupe en fait, du même nom qui précède en fait, de 10 ans la création de la revue. Michel Houellebecq a été un des fondateurs. Enfin, voilà, il a participé dès le départ à l'aventure de la revue, qui était vraiment une revue littéraire, qui était d'abord publiée par Mon Soin, puis par les éditions Michalon, puis par Flammarion. Entre 1996 et 1999, si mes souvenirs sont bons. Et à la rentrée 98, effectivement, c'était le moment où Michel Houellebecq allait publier Les Particules élémentaires. On se pose vraiment beaucoup de questions en fait, sur la lecture de ce texte qui nous dérange, en fait, pour des raisons très simples, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a plus aucune distance, pour le coup, critique entre les personnages décrits dans le roman et Michel Houellebecq lui-même. Et c'est des positions qui ça, on pourrait aussi en parler pendant très longtemps, on l'a vu par
parmi les premiers, extraordinairement réactionnaire, là pour le coup, à la limite du racisme sur certains points, et pour élucider, en fait, pour donner à Michel Houellebecq l'occasion justement de s'en expliquer, on se voit, enfin un très long entretien, en fait, qui a duré peut-être 3 heures, en fait, mes souvenirs sont bons, au terme duquel il nous apparaît qu'il est absolument impossible en fait, de continuer l'aventure ensemble, en fait, tout simplement. Voilà, c'est une mise au point aussi. D'accord. On se fait virer de chez Flammarion, en fait, dans la foulée. Ouais. Donc là, justement, on est en 99 et ça nous amène à une nouvelle étape dans ta vie et dans ta carrière, c'est que tu prends la direction du Palais de Tokyo avec Jérôme Sens au terme d'une micro-campagne où on a d'abord cherché à vous opposer et vous avez fait un peu un hold-up sur le palais en finalement les deux finalistes se sont mis ensemble. Ah non, pas du tout, non. Ah si, si. Ah non, si. Non, en fait, c'est très simple, la généalogie de ce projet elle est très simple. C'est l'année précédente, en fait, donc en 98, on ne s'était jamais vraiment parlé en fait, avec Jérôme Sens. On était voilà, dans 2 régions complètement différentes. En fait. Avec des amis complètement différents. Enfin, donc, voilà, on était vraiment. On se retrouve un peu par hasard. Genre, en fait, je passe au fumoir en face du Louvre. Et on décide de dire voilà, parce qu'on ne s'associerait pas pour faire un projet ensemble, en fait, quel qu'il soit. Et à l'époque, on avait des vues sur un espace qui était à Chevaleret, si mes souvenirs sont bons, dans le 13e arrondissement à Paris. Et on construit une sorte d'embryon de projet en fait, pour un centre d'art. En février 99, en fait, moi, je suis responsable de la sélection des galeries en fait, à l'Arco, donc à la foire d'art contemporain de Madrid. Et il y a une sorte de soirée en fait, organisée par l'ambassade de France. Donc on se dit, tiens, voilà une occasion géniale, en fait, on va on se lève, on se met debout sur la table et on explique notre projet. Et c'est ce qu'on a fait, en fait. Donc on a dit, écoutez, voilà, nous on est en train de réfléchir à un projet de centre d'art, parce qu'à l'époque, il ne faut pas oublier qu'à Paris, il y a le Centre Pompidou, le Musée d'art moderne de la ville de Paris, le Jeu de Paume, qui se consacre davantage à la photographie, et ensuite, Fondation Cartier, Fondation Ricard, et c'est quasiment tout. Donc il y avait un espace en fait, évident en fait, pour une institution qui fonctionnerait autrement. Et donc on raconte ce projet devant tous les officiels français, en fait, et le responsable, en fait, comment s'appelle-t-il, de la délégation aux arts plastiques à l'époque, nous dit écoutez, on en reparle, mais on a peut-être un projet qui pourrait vous intéresser, vous pourriez en fait candidater sur ce poste-là, et c'était le Palais de Tokyo, en fait. Donc là, c'est un peu différent. Alors, qu'est-ce qui te décide à ce moment-là de passer d'une posture d'activisme plus intellectuelle, à travers les revues, etc., à finalement devenir ce qu'avec la cruauté qu'on lui connaît, Bernard Lamarche-Vadel appelait les critiques d'art en pré-retraite qui hantent les couloirs du ministère de la Culture. C'était assez vrai à l'époque, mais il ne s'agissait pas de hanter les couloirs du ministère du tout, mais de construire quelque chose. Donc c'est beaucoup plus excitant, et c'est pas du tout la même chose du tout. Moi, ce qui m'intéresse à ce moment-là, c'est de contribuer en fait, c'est peut-être un peu angélique, mais j'ai toujours cru qu'il y avait une possibilité de créer la bonne institution. Que la sclérose, en fait, la bureaucratie, l'administratif, qui gagne en fait, toujours en fait, sur le créatif, c'est pas une fatalité. Et on peut trouver la bonne position des choses, le bon fonctionnement, qui permettrait véritablement de susciter, de canaliser de l'art. Ouais. Et c'est ça en fait, qui m'anime, même encore maintenant d'ailleurs. En fait. Et donc quand tu prends la co-direction du Palais de Tokyo, comment ce nouveau rôle, non pas de commissaire, parce que ça tu l'étais déjà, de programmateur au quotidien d'un lieu, aux espaces multiples, etc., comment ça change ton travail avec les artistes et ton rapport intellectuel à l'art? Déjà,
on n'est plus du tout dans le simple curating, enfin, c'est un programme en fait, qu'il s'agit d'établir quand tu diriges une institution comme celle-ci. Et donc, voilà, c'est sur des mois et des années en fait, qu'il faut élaborer en fait, une sorte de programme. C'est un autre rapport aux artistes aussi, parce que très souvent, en fait, il s'agit de monographie, d'exposition personnelle. Donc, on a un rapport de producteur avec les artistes. Mais cela dit, ce que ça change avant tout, c'est que on peut expérimenter énormément de choses dans un lieu comme celui-ci. Par exemple, la décision initiale qu'on avait prise d'ouvrir de midi à minuit, ça a changé complètement le rapport en fait, d'une génération entière à l'art. En fait, très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait les 2 tiers des visiteurs qui venaient après 8 heures, par exemple. Et le raisonnement étant simple, on s'est dit si c'est juste impossible qu'un lieu d'art consacré à l'art contemporain soit ouvert aux mêmes horaires que la Poste. Sur le fonctionnement en fait, et sur certains projets qui étaient pérennes aussi, qui continuent d'ailleurs. Je pense que le Jardin des habitants de Robert Milin, par exemple, ça existe encore, 15 ans après. Il y a toujours des gens qui viennent jardiner en fait, au Palais de Tokyo, qui viennent d'un peu partout en fait, dans la banlieue parisienne, etc. C'est aussi pour ce genre de rapport au temps très différent. On a le temps quand on dirige un lieu. On fait des pas de passage. Et est-ce que dans ces 6 années, je crois qu'a duré l'aventure du Palais de Tokyo, il y a une exposition? J'aime bien ce lapsus. Mais... Non, justement, on y reviendra, c'est peut-être pas un lapsus. Est-ce qu'il y a une exposition que tu as pu faire au Palais qui te paraît spécialement réussie, emblématique de cette manière de travailler que tu as voulu mettre en place à ce moment-là? Ouais, ce serait difficile d'en dégager une, mais je pourrais citer quand même 24 heures Foucault de Thomas Hirschhorn. C'était parce que pour les dimensions assez folles en fait, du projet, puisque c'était les 1500 mètres carrés donc, de l'étage du rez-de-chaussée du Palais de Tokyo, qui était entièrement consacré à une gigantesque installation de Thomas Hirschhorn autour de Michel Foucault, qui durait 24 heures. Et donc chaque heure, il y avait une conférence. En fait, c'est le début en fait, de cette méthode qu'il a mise en place à ce moment-là, que de créer des monuments en fait, à certains philosophes. Et c'est, je crois, ce rapport complètement irrationnel entre l'énergie déployée en fait, et le temps d'exposition que je retiendrai. En fait, parce que le Palais de Tokyo permettait ce genre de choses. Alors c'est assez intéressant que tu cites cette exposition parce que toi-même, à l'époque et même avant, tu avais pas mal étudié l'œuvre de Michel Foucault, je crois, qui est quelqu'un qui t'intéresse particulièrement. Et justement, peut-être que ça pose aussi la question, à un moment donné, dans le travail que tu as pu mener avec les artistes, et que d'ailleurs d'autres critiques commissaires de ta génération ont pu mener avec les artistes, il me semble qu'il y a eu quelque chose qui était assez nouveau, c'est peut-être une difficulté pour les gens de l'extérieur, pour le public, pour les gens qui vous observaient, qui vous regardaient vivre et travailler ensemble, de savoir où s'arrêtait le travail du commissaire et où commençait le travail de l'artiste. Il me semble, une porosité un peu nouvelle. Dans quel type de projet, en fait? Je me rappelle du tout début des ateliers du Paradise, par exemple, avec Pareno, Pierre-Joseph et Philippe Perrin. Vous étiez d'ailleurs, toi, mais aussi l'organeriste Edouard Mérino, dans une position qui était vraiment de définition même du projet. C'est la différence entre une sculpture statique et un mobile. Effectivement, les positions existent, mais il y a un bouger permanent de ces positions. Elles sont jamais totalement fixes. Il y a effectivement des porosités, des points de passage qui existent entre la position du commissaire d'exposition, du curateur, en fait, dans certains projets, celle de l'artiste, celle du galeriste, celle de... On aimait effectivement beaucoup plus à l'époque que maintenant, effectivement, parce que c'est effectivement beaucoup plus banal maintenant, échanger un peu les positions. C'est aussi une époque où le mode de production de l'art change, c'est-à-dire que c'est plus l'artiste solitaire dans un atelier qui fait ses œuvres et le commissaire ou critique qui vient ensuite les commenter ou les agencer, mais tout ça se passe dans le même
dans le même temps et dans le même mouvement. Je me souviens que quand on demandait toujours à Philippe Parreno, est-ce que je peux visiter ton atelier? En fait, à l'époque, il disait, j'ai jamais eu d'atelier, j'en aurai jamais. Je travaille sur le lieu même, en fait, où j'ai exposé. Et ça, c'était effectivement à l'époque assez mal pris, d'une certaine manière. Ça ne devient pas sérieux, en fait. C'est des gens qui ne travaillent pas, en fait, qui ne répètent pas, qui ne font pas leur gamme, en fait. Et justement, par rapport à ces nouvelles tensions que ça a pu créer, est-ce que tu te rappelles, ou est-ce que tu as quelque chose à dire sur la manière dont certaines de ces expositions, ces nouvelles manières de travailler ont pu être reçues? Je pense par exemple à No Man's Time, à la Villa Arson, qui étaient des moments assez forts, mais qui ont aussi cristallisé un peu des positions. Effectivement, au tout début des années 90, c'est certainement le moment, et notamment cette exposition à la Villa Arson, qui s'appelle No Man's Time, dont d'ailleurs, il faut rappeler que c'est Jean-Yves Joannet ici présent et moi-même qui avons fait le catalogue de cette exposition, donc c'est assez drôle. Et c'est Eric Troncy, donc, qui était le commissaire de l'exposition. Rien que la manière dont on a effectivement réalisé le catalogue était assez étrange, parce qu'on a fait un livre de poche pour lequel on avait demandé, en fait, on a fait des entretiens avec les différents artistes de l'exposition, mais aussi on leur avait demandé des playlists, ce qui à l'époque était assez farfelu. On avait identifié un certain nombre de thèmes. C'est une sorte de scan, comme ça, de thématiques, en fait, des préoccupations de cette génération d'artistes. Et c'est vraiment un moment d'expérimentation, en fait. Je crois que on avait la chance, ainsi en plus, de tomber à un moment dans le monde de l'art dans lequel rien ne se vendait, en fait. Entre 1989 et 1993-94, il y avait une telle crise du marché de l'art que même les galeristes étaient désespérés. D'ailleurs, tu étais galeriste à l'époque, il me semble. C'était très compliqué de vendre une pièce, et donc du coup, c'est comme ça que par exemple Riquet de Tiravaneggia a pu faire son exposition à la galerie Studio 3 à New York, parce que de toute manière, puisque bien souvent on tend à montrer les choses les plus radicales et les plus inventables qui soient. C'est comme ça que toute une génération a finalement eu pied à l'étrier, parce qu'il y avait des espaces en fait pour ça. Et alors donc effectivement tout à l'heure j'ai commis un semi-lapsus en disant que le Palais de Tokyo a duré 6 ans de 2000 à 2006, mais tu peux peut-être, puisqu'on est entre amis, commenter ce qui est devenu le Palais de Tokyo à la suite de votre départ à Jérôme et toi. Ça c'est dégueulasse. Non, il faut dire les choses comme on les pense. C'est pas que j'ai un devoir de réserve, mais bon, quand même. Non, ce que je peux dire, c'est que il me semble que le Palais de Tokyo a un peu perdu de sa spécificité. En fait. C'est-à-dire qu'il s'est un peu aligné sur les autres institutions parisiennes et qu'on peine parfois à le distinguer du centre Pompidou, en fait, en termes de programmation. Voilà. Et je pense que c'est très important qu'il y ait une vraie différenciation, une vraie institution, ça doit avoir une personnalité. C'est ce qui. On peut avoir une personnalité, créer une personnalité pour une institution, quand justement c'est pas l'administratif qui est en haut de l'organigramme. C'est très important ça. Et je me suis toujours attaché dans n'importe quel projet à faire en sorte que l'administratif soit en dessous. Parce que, hélas, sur la bureaucratisation en fait, de la vie artistique, c'est une réalité. Et c'est surtout, son effet principal, c'est l'uniformisation des pratiques et des fonctions, en fait. Donc c'est un petit peu, à mon sens, ce qui menace pour le Palais de Tokyo, c'est de perdre un peu cette espèce de folie originelle, d'originalité, en fait, qui a été la sienne. Alors là, on a parlé beaucoup de ce que tu as fait en France, mais en fait, très tôt, tu as inscrit ton action dans un cadre international, aussi bien en travaillant avec des artistes étrangers qu'en réalisant des expositions à l'étranger. Tu es parti vers New York aussi à un moment donné, mais après le Palais de Tokyo, tu vas à Londres et tu réalises notamment cette exposition intermoderne qui, je voudrais que tu nous dises comment elle s'inscrit justement dans l'ensemble de tes réflexions et est-ce qu'elle marque un point de rupture, un point d'inflexion?
c'est plutôt une continuité, je dirais. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit un point de rupture. L'année prochaine, en fait, ou cette année, je sais plus, en fait, mais c'est difficile de savoir avec les presses du réel, mais voilà, je dois publier en fait un recueil de textes dont la particularité est à 80%, en fait, c'est que des textes qui n'ont jamais été publiés en français, en fait. Et le tout fait 500 pages. Voilà, parce que je me rends compte que je l'ai pas mal écrit depuis 1990. Et ça dit une chose, c'est qu'effectivement, je ne me suis pas tellement... je ne me suis pas concentré sur la France, ça c'est sûr. J'ai un problème presque psychanalytique en fait, de ce côté-là, puisque mon prochain livre, en fait, qui sort, ce que je vous disais hier soir, qui sort à la rentrée, est sorti en espagnol en Amérique latine, donc il y a 2 ans, et en anglais l'année dernière, et que normalement je ne voulais pas le publier en français, en fait. Parce que j'aimais bien l'idée d'un livre qui soit, comme le titre de mon précédent ouvrage, radicant. Et un radicant, c'est un organisme qui fait pousser ses racines au fur et à mesure qu'il avance. On coupait en fait la racine originelle d'un lierre, c'est pas grave, il continue. L'idée de ce livre, c'était voilà, qu'il n'ait pas de racines linguistiques, en fait. Et qu'il existe uniquement sous forme de traduction, avec une version originale introuvable. Ça me plaisait beaucoup. Et d'après Laurent de Sutter, en fait, le directeur de la collection aux presses universitaires de France, a massacré mon projet en étant vraiment persuasif, en fait. Donc du coup, je vais le publier en français à la rentrée. Et c'est pas du tout ta question, en fait. Voilà. Non, mais ça ne me pose pas plus de problèmes que ça. Parce que moi, je m'aperçois qu'on a oublié quand même de parler de quelque chose d'important qui tient en haleine tous nos spectateurs. C'est que de la même manière que, peut-être aussi c'est une forme de malédiction, Pierre Estany a été identifié au nouveau réalisme ou Bernard Lamarjadel à la figuration libre, quand on parle de Nicolas Bourriaud, on pense esthétique relationnelle. Et d'ailleurs, un peu à toutes les sauces, j'ai même entendu dire que les conversations, par exemple, charmantes que tu avais pu avoir avec des jeunes filles à Perpignan relevaient de l'esthétique relationnelle. Ce qui prouve bien c'est un englobement. Je vais faire un appel à témoins. C'est un englobement. Je parlais de conversation uniquement. Mais donc, il faut quand même que tu nous dises 2 mots sur l'esthétique relationnelle. L'esthétique relationnelle pour les nuls. Enfin, je dis pas ça pour vous. Alors, tu m'embarrasses carrément. Soit il faudrait effectivement vraiment... en gros, ce que je définis par... c'est un livre qui est né... Parce que moi, je considère que j'ai pas d'idée, en fait, sur l'art. Jamais. C'est l'observation et la fréquentation des expositions et des ateliers qui, à un moment, se condensent en quelques principes, pistes théoriques, à partir desquelles j'écris un livre pour essayer de comprendre ce que j'ai lu, en fait. Et c'est comme ça que je fonctionne. Esthétique relationnelle, c'est né de l'observation d'une vingtaine d'artistes avec lesquels j'ai travaillé, en fait, depuis au début des années 90. Et j'ai essayé de trouver leur point commun. Quel est le point commun entre tous ces gens qui ont envie, qui travaillent tout le temps ensemble, qui font des expositions ensemble, qui s'associent pour faire tel ou tel projet. Et à l'époque, la critique, en fait, qui se réfère toujours, en fait, à ce qu'elle connaît déjà, plutôt qu'essayer de se projeter dans ce que une situation peut avoir l'original, parler de Fluxus, d'art conceptuel, bon, etc., que des références assez anciennes, pour essayer de désigner ces artistes dont je sentais, moi, qu'ils avaient quelque chose de plus que ça. C'est pas uniquement du néo-conceptuel, du néo-Fluxus, c'est autre chose. Donc j'essayais de trouver quoi. Et très vite, je suis tombé sur leur intérêt commun pour la sphère relationnelle. On n'est plus dans la communication, mais vraiment dans l'exaltation d'une manière ou d'une autre, en fait, des relations humaines. Et en essayant justement d'écrire ensuite sur chacun de ces artistes, je me suis rendu compte que ça fonctionnait très bien. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé, avec un premier article qui est paru dans Document justement en 1995, et ensuite le recueil plus pour lequel j'avais écrit aussi
des textes inédits, qui est paru en 98. Ensuite, tu reviens à Paris assez rapidement pour diriger l'école des Beaux-Arts. Qu'est-ce qui t'a intéressé justement après tes différentes aventures, à la fois dans la sphère purement intellectuelle et institutionnelle, pour prendre cette position de diriger l'école des Beaux-Arts de Paris? En fait, j'en avais envie, et c'était un de mes objectifs dès mon départ du Palais de Tokyo. En fait. J'en avais parlé d'ailleurs même à Olivier Quétin à ce moment-là, parce que ça me paraissait logique. En fait. En tout cas, après le Palais de Tokyo, qui était un lieu qui était destiné aux artistes émergents, de travailler vraiment sur la matrice esthétique, idéologique parfois, de la scène française. Et l'école des Beaux-Arts de Paris, c'était un peu la belle au bois dormant. Oui, en même temps, toi qui étais le théoricien de la génération des artistes sans atelier, tu t'arrivais dans le temple de l'atelier. Oui, mais en fait, on ne vient pas dans un endroit comme celui-ci avec des théories à faire appliquer. Comme je disais, moi, c'est l'observation qui déclenche la théorie. Mais l'esthétique relationnelle, ça concernait pour moi cette génération d'artistes-là, en fait. Et ensuite, je suis passé à beaucoup d'autres choses, en fait. J'aurais pu très bien me contenter des 15 années suivantes, en fait, d'écrire sur l'esthétique relationnelle. J'ai jamais fait, en fait. Même quand il y a eu des polémiques autour du livre, en fait, aux États-Unis, notamment au début des années 2000, j'ai jamais voulu répondre, en fait. Et la seule et unique fois où j'ai répondu, c'était dans le catalogue de l'exposition du Guggenheim, qui s'appelait, je peux m'oublier, ça m'en reviendra ce soir, donc une exposition Guggenheim, organisée par Nancy Spector, avec 12 des 28 artistes en fait, que j'avais montré dans l'exposition Trafic en 1996, qui portait déjà sur l'esthétique relationnelle. Donc elle a extrait en fait 12 artistes de la liste de... C'est l'expo du CAPC. L'exposition du CAPC de Bordeaux. Et du coup, elles sont un peu obligées de me demander d'écrire dans le catalogue. Et là, j'ai profité de cette occasion-là en fait, pour répondre en fait, aux détracteurs de l'esthétique relationnelle qui considéraient que c'était une théorie angélique, etc. Le problème, c'est que moi, je ne suis pas dans le prescriptif. En fait, je n'écris pas pour que les artistes en fait, suivent des règles ou des formules déjà existantes, c'est exactement l'inverse. Ce qui m'intéresse, c'est d'exprimer, en fait, par des mots, de verbaliser des phénomènes et des pistes esthétiques que je vois, que je décèle, dont j'arrive à repérer les figures dans les ateliers. Donc, quand j'arrive en fait, à l'école des Beaux-Arts, je ne suis pas là pour formater en fait, les consciences des gens, ce serait complètement idiot d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il y a quand même une chose que tu as eu le temps de faire aux Beaux-Arts de Paris qui te paraît emblématique de ce que tu aurais aimé pouvoir mener à bien dans cette école? Plein de petites choses invisibles, vues de l'extérieur. La labellisation Musée de France, ça l'a fait con, hein, mais c'est quand même cette collection là, qui est de 450 000 œuvres, n'avait aucun statut juridique en fait, avant cette année, là, en fait, parce que le processus que j'ai lancé en 2013, ça a pris 17 années. La réflexion en fait, de l'amphithéâtre d'honneur, le retour du Ingres en fait, dans l'amphithéâtre d'honneur, ça a l'air de rien, mais voilà, il y a un côté patrimonial. Hein. Ensuite, plus important encore, c'est sur, ça porte sur la vie en fait, quotidienne dans une école. Jusqu'à mon arrivée, il y avait des appariteurs en fait, qui jetaient en fait, à la poubelle sur toutes les œuvres qu'ils trouvaient dans les couloirs, par exemple. Donc on est dans une situation complètement absurde. Je voulais ça a l'air de rien, mais des petites décisions comme ça changent complètement la vie d'une école. Puis, il y a d'autres choses. Hein, parce que le projet inabouti, en fait, qui me tenait le plus à cœur, c'était l'ouverture d'une antenne de l'école à Rabat, puisqu'on avait trouvé en fait, le financement avec le fonds souverain marocain
pour construire et ouvrir une école d'art qui aurait été l'antenne de l'école des beaux-arts sur le continent africain. Et ça aurait été un projet assez excitant. Bon, je crois que c'est vaguement toujours d'actualité. Mais... Bon, alors pour terminer, on va parler maintenant de ton actualité et donc au futur, puisque tu es en pleine configuration d'un nouveau lieu, d'un nouvel espace, d'un nouveau type qui réunit beaucoup de tes préoccupations dont on a parlé. Donc je voudrais que tu nous racontes si ça va être vraiment la panacée à Montpellier. Là, en fait, au départ, je suis arrivé à Montpellier pour ouvrir en fait, une sorte de musée d'art contemporain en, fait, en 2019, dont le lieu en fait, existe, c'est l'hôtel de Montcalm qui est juste en face de la gare. Et puis la seule chose qu'on m'avait demandé, Philippe Sorel m'avait fait une sorte de feuille, le maire de Montpellier, président de la métropole, m'avait fait une sorte de feuille de route. Il y avait deux termes en fait, qui me semblaient assez importants. C'était le premier, créer un parcours en fait, dans la ville et être innovant. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis installé en fait, à Montpellier, donc ça fait maintenant 1 an et 3 mois, très vite, je me suis rendu compte que, et en plus on a l'exemple d'Arles juste à côté, en fait, qui est une sorte de construction à l'ancienne, pour le coup, parce qu'à Arles, il y aura un bâtiment de Franck Gehry, en fait, qui va surplomber en fait, toute la ville, l'écraser un petit peu de son ombre gigantesque. Je voulais faire exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut avoir une sorte de co-construction d'une institution avec les habitants, en fait, pour le coup. Donc j'ai commencé par faire un nombre incalculable de réunions publiques, en fait, pour échanger justement autour de la question des qu'est-ce que c'est qu'un centre d'art, ça sert à quoi, et qu'est-ce qu'on en attend, quoi. Moi, ça me semble le préalable. Pas arriver avec un projet qui soit un petit peu comme une sorte de truc posé comme ça, en fait, en plein milieu de la ville. Et donc, au lieu de construire en fait, un bâtiment logo, une sorte de bâtiment emblème, comme ça, comme on le fait très souvent, hein, de Bilbao jusqu'à Arles, donc, l'idée c'était de relier en fait, différents lieux et de créer une institution horizontale qui corresponde à un parcours dans la ville, justement. Et c'est quand on arrive à la gare, par exemple, donc on tombe au bout de 50 mètres sur l'hôtel de Montcalm, 5 minutes plus loin, on est à la Panacée, et 5 minutes plus loin, c'est l'école des Beaux-Arts. Donc on est une sorte d'axe, comme ça, quelque chose de très horizontal, qui correspond complètement au territoire montpelliérain, pour moi, qui est très étendu, en fait, et très horizontal. Donc ça, c'était le premier principe. Et le second, parce qu'on ne m'avait pas demandé ça, moi c'est quelque chose que j'ai élaboré en faisant, là pour le coup, il me semblait tout à fait juste d'avoir une institution qui représenterait toute la chaîne finalement de l'art, depuis la formation jusqu'à la collection et la valorisation des collections, en passant par l'exposition, la production, etc. Et d'où l'idée d'inclure justement l'école d'art de Montpellier dans cet ensemble. Et ça, je pense que ça va être extrêmement... C'est déjà fait, là, en fait, pour le coup, puisque les deux ont fusionné. Ce sera officiel dans le cadre d'un même établissement public au 1er juillet. Et là, on va pouvoir à la fois bénéficier, le centre d'art va pouvoir bénéficier de l'énergie et des projets issus de l'école d'art, de la présence des étudiants, et vice-versa. En fait, tous les artistes, par exemple, qui passent, qui exposent à la Panacée, sont susceptibles aussi de faire un workshop avec les étudiants, et d'intervenir en fait, dans l'école de plusieurs manières. Donc l'idée, c'est vraiment de créer une sorte de synergie qui produit de l'énergie. C'est surtout ça. Bon, bah, je crois pour ce qui me concerne, je suis arrivé au bout des questions que je voulais poser à Nicolas, mais vous avez certainement des réactions et des questions dans le public. Je vous tends le micro. Qui voudrait poser une question?